Au programme de cet épisode aujourd'hui, Disclosure Day, Jim Queen, The Furious et Toy Story 5. Sortez les popcorns, qu'on soit dans vos oreilles ou là, devant vous, on vous emmène au cinoche. Générique. Vous êtes bien dans un état critique, saison 2, épisode 13. Oui, ce mois-ci c'est un mois un peu spécial, et c'est donc un épisode spécial parce que les sorties ont été tellement nombreuses qu'un seul épisode, on s'est dit que c'était du gâchis. Donc 2 podcasts ce mois-ci, oui, quelque part vous êtes gâtés. Donc au programme, les critiques de ces 5 films, un petit point box-office, une surprise, et puis s'il y en a qui veulent faire part de leur coup de cœur et qui n'hésitent pas, aujourd'hui c'est un épisode un petit peu plus court, on n'aura pas non plus de films vintage. Avec moi aujourd'hui, j'ai donc Christophe du site Critique d'un passionné. Salut Christophe. Salut tout le monde. En plus, ton site il cartonne en ce moment, alors qu'on est bientôt sur Avignon. Ton site il est en train d'exploser de partout là, c'est ça? Oui, c'est un peu ça. Il fait des chiffres que j'avais jamais vus encore, et je suis content, c'est bien. Bientôt le mec il va demander à être payé quoi. Justement, non, parce que si j'étais payé, je serais sponsorisé et je préfère garder mon indépendance. Voilà, donc c'est vraiment l'incorruptible. Et on a Olivier, le pourfendeur de la fachosphère. Alors si vous voulez savoir pourquoi, tout simplement, vous venez sur notre Instagram. On a un Instagram et vous allez voir, il y a 2-3 commentaires qui sont pas piqués des hannetons. Et puis, pour cet épisode, c'est un petit peu spécial. Et vous vous rappelez de cet homme, vous vous rappelez de ce nez, c'est Florian Maubert, ressuscité pour la cause de trop plein de sorties. Voilà, merci Florian d'être avec nous. Ouais. Bon, ça me fait plaisir. J'avais entendu dire qu'il fallait booster un petit peu vos audiences, donc voilà, je suis là. Ça me fait plaisir d'aller gagner 4 auditeurs, je pense. C'est déjà bien. À notre niveau, c'est déjà 4 auditeurs à notre niveau, on est à peu près à 25% de notre marge, de notre max, tu vois, donc tout va bien. On est des super non-influenceurs. Ouais. Bref, avant de commencer, si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur toutes les plateformes, mettez un commentaire, un pouce bleu, tout simplement, c'est notre salaire. Et retrouvez-nous, comme je le disais, sur Instagram. Et oui, on fait des réels qui choquent la planète sur Instagram. Donc pour nos réactions à chaud, les actus et aussi vos questions, venez grossir les rangs. C'est peu pour vous, c'est grand pour nous. Allez, on se lance tout de suite dans ces 4 films. Alors, en plus... Oui, Florian Maubert en a vu un certain nombre de ces films, et on en a vu aussi ensemble. 2, 3, oui, t'as vu 3 films, on en a vu... moi j'en ai vu un avec toi et toi t'en as vu un autre avec Olivier. Ouais, c'est ça. Mais on va parler de tout ça tout de suite, et on va commencer tout de suite, évidemment, par le film qui était attendu de tout le monde, le dernier Spielberg, Disclosure Day. Je l'ai dit pour toi, Christophe. Et je t'en remercie. Donc c'est un film américain de Steven Spielberg, c'est un thriller de science-fiction de 2h25. Un expert en cybersécurité devenu lanceur d'alerte et une météorologue confrontée à d'étranges phénomènes unissent leurs forces pour révéler une vérité explosive. Traqué par une organisation puissante prête à tout pour étouffer l'affaire, il déclenche une course contre la montre pour offrir au monde ce jour de révélation. Alors, Christophe, t'as demandé à commencer à faire la critique de Disclosure Day. Qu'en penses-tu ? Oui, parce que pour moi, ça a été une séance un peu compliquée parce que j'étais claqué et j'ai lutté contre le sommeil pendant tout le film. Et c'était surtout parce que j'étais fatigué, même si je pense quand même que le film ne m'aurait pas totalement chopé. Alors, du peu que j'ai vu, quand même, on peut reconnaître une chose à Papy Spielberg, c'est que il a beau avoir pas loin de 80 ans, le gars, il maîtrise toujours la mise en scène. C'est assez exemplaire. Il y a des plans séquences de malade, il y a une scène de course-poursuite en voiture qui est assez dingo. Visuellement, c'est très, très propre. Il n'a rien de perdu de sa superbe. Après, je trouve quand même que le film, il a un ton un peu sérieux et il propose quand même des scènes un peu what the fuck. Ne serait-ce que la scène d'ouverture où le gars s'échappe, tu te demandes mais pourquoi il n'y a personne qui réagit, ou tu as une scène de train qui est complètement dingo. Et vu que le film il se veut sérieux dans son propos, je trouve que ça marche pas forcément bien.
Et moi, je suis allé voir le film en connaissant absolument pas le sujet. Et donc, au début, quand tu sais qu'il y a un secret qui est caché, qui a priori n'est pas un secret parce que c'est même dans le pitch, c'est dans toutes les bandes annonces, etc. Bah, quand ça arrive au pourquoi du comment, je me suis dit, ah bah, tout ça pour ça. Et pour moi, le gros problème du film, c'est que bah, on est dans une autre époque et ça marche plus aujourd'hui. Ça aurait très bien fonctionné dans les années 90. Moi, je me souviens quand j'étais petit, enfin, je devais avoir 15 ans quand même, il y avait eu au journal de TF1, tu avais eu l'autopsie de Roswell qui était passée en prime time et genre, c'était est-ce que la vidéo est vraie ou pas? C'était assez une dinguerie le truc. Et oui, à cette époque-là, pourquoi pas le film marcherait, mais je trouve que là, il perd vachement de son propos. Et oui, dans un monde complotiste, pour le coup, ça marche bien. Voilà. Avant de passer la parole, pardon, aux avocats de Papy Spielberg, moi j'ai pas le même avis que Christophe parce que je suis resté éveillé quand même tout du long. Je trouve qu'il a vraiment jamais perdu de sa superbe en termes de réalisation. Mais je l'ai révélé moi sur le réel que j'ai fait sur Instagram. Venez vous abonner sur Instagram. Je trouve que c'est un gros problème plutôt pour moi de scénario. Et effectivement, 50 fois les mecs peuvent les empêcher de partir et tout. Et 50 fois personne n'est empêché. Alors est-ce que c'est pas une histoire de montage, de coupe, de choses comme ça? Ça m'a paru un petit peu bizarre de mon côté. Florian. Qu'en as-tu pensé de ce Disclosure Day? Je suis assez d'accord avec vous. Pour ce film-là, je pense qu'on est tous plus ou moins raccord, donc c'est pour commencer, c'est bien. Oui, la mise en scène est dingue, de retrouver la patte de Spielberg au cinéma, c'est incroyable et il est toujours la caméra, elle est toujours en mouvement. Il a une manière de placer sa caméra et de suivre les personnages. Et même à l'intérieur des scènes, c'est assez fou, c'est précis, c'est vraiment hyper agréable à regarder. Mais c'est vrai que derrière, bah, il se passe pas. Enfin, ouais, le scénario, il pêche un peu. Et autant j'ai adoré le fait qu'ils nous mettent tout de suite dans l'ambiance dès le début, dès l'ouverture du film, où en fait on a l'impression d'être en plein milieu de l'action. Et ça, je trouve que c'est hyper malin et on se demande pourquoi dans le cinéma on l'a pas fait forcément plus tôt ou prendre ce genre de risque. Mais en fait, ça retombe tout de suite au bout de 5 minutes. Cette scène avec, enfin, dans l'arrière-cour du stade de catch. Ouais, il se passe rien, il n'y a aucune menace et le duo vole la voiture comme si de rien n'était et les mecs regardent comme ça. Bon, alors ok, ça donne de l'importance à l'objet extraterrestre, ça donne un côté un peu mystique et tout ça, du fait qu'il soit potentiellement dangereux. Mais derrière, on le voit être utilisé. Il y a un mec qui l'utilise un peu comme ça, il disparaît puis il réapparaît. On ne sait pas trop ce qui s'est passé pour ce gars-là. Et puis, il n'a pas l'air d'être affecté après. Donc, il y a plein de choses comme ça. Effectivement, peut-être que c'est des coupes dans le scénario, tout ça, mais bon. Mais ouais, une petite déception quand même. T'as l'impression il fait un mash-up de ses plus grandes scènes au cinéma. Et puis qu'il a tout mis dedans. Et voilà, la scène de bagnole de la guerre des mondes. Un genre d'extraterrestre un peu fantasmé du style Spielberg, mais qui n'évolue pas, quoi. Et je suis assez d'accord, c'est un film des années 90, mais c'est pas un film de 2026. Bon, voilà, et pourtant ça joue de ouf. C'est quand Billy même Blunt assez est bien, formidable. enfin, c'est bien foutu. Ouais, bien sûr, non, mais évidemment, il n'y a rien à redire là-dessus, et tant mieux, et encore heureux. Mais on reste un peu sur notre faim, j'ai l'impression. Olivier, de ton côté, le Disclosure Day. Ouais, ouais, tout a été dit. Il y a le fond et la forme. Alors effectivement, la forme, ouais, voilà, Spielberg, c'est quand même le GOAT. Mm. C'est du travail d'horloger, effectivement, le montage, la mise en scène. J'ai trouvé la photo un peu moins belle que ce qu'il a pu faire sur d'autres films depuis quelques années.
Euh, mais le fond, ouais, c'est long. Ça raconte pas grand-chose. Effectivement, vous dites du cinéma des années 90. Moi, je trouve que c'est même limite à des moments du cinéma des années 70-80 avec le côté justement complotiste, tout ça. Mm. Les comédiens sont très bien, mais en fait, ça se prend, comme tu disais, Christophe, hein, ça se prend très au sérieux, euh, mais ça n'a pas le mérite d'être tout le temps. Il y a des moments qui sont un peu what the fuck, à la limite du ridicule. C'est horrible ce que je vais dire, hein, mais j'ai l'impression d'avoir vu un film de Night Shyamalan filmé par Spielberg, donc c'est très bien filmé. Mais si ça avait été un film de Shyamalan, tout le monde s'en serait moqué parce que c'est ça quand on dirait on dirait Signe qui était d'une débilité profonde, voire même je sais même plus le titre là où il y avait les les problèmes écologiques et tout ça là, avec Mark Wahlberg. Voilà, pour moi c'est le premier truc auquel j'ai pensé en sortant de la salle. On dirait un Shyamalan bien filmé. Euh, Ça peut être une conclusion, voilà Olivier. ce que je vais sortir sur le film. Ça m'a déçu. Allez, avançons, puisque de toute façon, on doit faire une émission qui est un petit peu plus courte, et on enchaîne directement avec le Toy Story 5. On est tous les quatre aussi encore à l'avoir vu. Christophe, le pitch. Donc c'est un film d'animation américain du studio Pixar et ça dure 1h42. Les jouets de Bonnie pensaient avoir enfin trouvé leur place, jusqu'au jour où elle reçoit une tablette connectée. Face à un tout nouveau type d'enfant qui délaisse totalement les jouets traditionnels, Woody, Buzz et leurs amis doivent repenser leur raison d'exister et se battre pour rester indispensables dans un monde qui change plus vite qu'eux. Et on commence par Olivier. Puisqu'on a terminé par Olivier, on reprend par Olivier. Petite déception aussi, parce que j'ai toujours dit pour moi que la franchise qui fonctionnait le plus dans son entièreté, pour moi, c'était film classique ou film d'animation, c'était Toy Story. Là, je l'ai trouvé largement en deçà des 4 autres. Ça ne veut pas dire pour moi que c'est un mauvais film, loin de là. J'ai pas tant été déçu par le pitch, l'idée de base, qui modernise avec les années le propos de Toy Story et des jouets et des jeux avec lesquels s'amusent les enfants. C'est plus par son traitement, qui est moi que je trouve très enfantin. Alors après, ils étaient allés tellement loin dans le côté adulte avec le 3 et le 4, c'est sûr, là, on a l'impression de redescendre au niveau du premier. Et encore, pour avoir essayé, j'ai pas eu le temps de le revoir, mais pour me remettre dedans, il y avait quand même quelque chose de plus universel dans les deux premiers qu'on ne retrouve pas ici. Donc voilà, moi, j'ai été un peu gêné par le traitement un peu enfantin de la chose. Après, les personnages sont toujours là et sont toujours aussi attachants. Alors Bonnie est beaucoup moins attachante qu'Andy, c'est peut-être aussi ça qui fonctionne moins. Euh, il y a cette idée quand même que finalement Buzz et Woody se retrouvent au second plan. Pardon, pas je buzz, mais je spoil un petit peu. Mais voilà, le personnage principal, c'est Jessie, et je trouve ça plutôt intéressant d'avoir un peu échangé les cartes comme ça. Euh, Moi, j'ai passé un bon moment. Il y a de nouveaux personnages qui sont très très drôles. Euh, j'ai quand même passé. Ça m'arrive rarement, mais c'est presque l'inverse d'assez souvent. Je suis sorti de la salle un peu déçu et je réévalue le truc un peu plus haut. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose. Il y a peut-être pas une profondeur dans l'histoire, mais il y a un vrai intérêt par rapport à ce que ça raconte. Donc j'ai passé un plutôt bon moment, même si voilà, je suis un peu déçu par rapport aux 4 premiers qui pour moi étaient assez légendaires. La fin du 3 et la fin du 4, où je suis allé comme une madeleine. Alors après, c'est peut-être, j'ai un pote qui m'a dit que c'était un film de daron. C'est peut-être vrai aussi, hein. Donc, c'est peut-être ce qui a fait que j'ai quand même accroché au truc. Et juste, je voulais terminer sur Ouais. une mini anecdote, vu Vite. qu'on l'a tous vu. Non, mais micro anecdote. Non, mais c'est dans le film.
Le truc était quand même pensé bien avant. Moi, je croyais qu'ils avaient trouvé cette idée il y a quelques années en écrivant le scénario. Non, non. Dans le DVD de Toy Story 2, il y a une scène coupée. Bon, alors, c'est l'animation n'est pas terminée, où on voit Jessie être abandonnée par, comment elle s'appelle déjà? Par Emily. Émilie. Le personnage d'Emily abandonne Jessie. C'est dans une scène coupée dans Toy Story 2. Donc D'accord. voilà, il y a quand même un lien. Et je rassure tous les gens qui regardent cette vidéo, tu n'es pas sur un bateau. C'est juste qu'à force de taper sur ta table, ton écran d'ordinateur fait ça. Et Pardon. nous, on a vraiment l'impression d'être sur un bateau quand on te regarde, Olivier. Donc, il faut Alors juste que désolé tu si arrêtes de vous avez le taper mal de sur mer à cette cause de table. moi. Ah, mais Olivier, il nous Je fait garde les voyager, mains quoi. sur mes cuisses. Christophe, Toy Story. Alors, moi, comme Olivier, c'est une franchise que j'aime particulièrement. Les 3 premiers, la fin du 3, c'était une conclusion parfaite. Et quand le 4 était sorti, j'avais déjà flippé. Et pour le coup, je trouve que le 4 avait une identité visuelle, il avait un univers beaucoup plus sombre et il offrait une vraie lettre d'adieu au personnage de Woody. C'était assez dingue. Et donc, quand le 5 est sorti, je me suis dit, purée, ils ont réussi à nous surprendre une fois. Est-ce qu'ils vont le faire une deuxième fois? Et pour le coup, pas vraiment. Visuellement, il n'y a rien à dire. C'est magnifique, que ce soit les textures, les lumières, l'animation, c'est complètement dingue. Mais c'est Pixar, donc c'est la moindre des choses. C'est presque une habitude. Et moi, il y a plein de problèmes que j'ai avec ce film. Déjà, le fait qu'il fasse revenir Woody un peu au chausse-pied, je trouve que ça casse totalement l'impact émotionnel qu'il y avait eu à la fin du 4. Moi, à la fin du 4, qu'est-ce que j'ai chialé? C'était ses adieux, c'était dingue. Il revient comme ça, comme si de rien n'était. En fait, il balaye tout. Et après, l'idée de base avec la confrontation jouet traditionnelle technologie, je trouve qu'elle est intéressante. Et puis en plus, ça rappelle un peu Toy Story 1, c'était déjà un peu le cas. C'était Buzz qui symbolisait la technologie des jouets. Et donc là, Buzz, finalement, il devient has-been. Ou presque. Presque. Ouais, il devient ce qu'était Woody dans le premier. C'est ça. Mais je trouve que ça manque quand même un peu de profondeur. J'aurais aimé qu'ils appuient plus pour le truc. Même si le côté que Bonnie, c'est la première fois dans un Toy Story que l'enfant soit aussi présent à l'écran. Normalement, Andy, on le voyait à chaque fois en arrière-plan, il n'avait pas un grand impact avec le scénario. Là, elle avait des vraies scènes à elle, Bonnie. Peut-être trop. Mais après, le film pêche par le traitement de ces personnages alors, j'aime beaucoup le fait que Jessie prenne vachement d'importance. Woody et Buzz, au contraire, s'effacent un peu, mais les autres, ils disparaissent totalement. Toute la bande habituelle qu'on a, et ce qui était très fort dans les Toy Story, c'était toutes leurs interactions, l'effet de groupe qu'il y avait, et là, ça disparaît totalement du truc. Et moi, les nouveaux personnages, je ne les ai pas trouvés si ouf que ça. Même dans le 4, Fourchette, c'était génial. Même les deux peluches là, qui étaient attachés par le bras, c'était génial. Le motard, il était à pisser de rire. Là, ils sont sympathiques, mais ils m'ont pas plus marqué que ça. Et où je suis encore plus déçu, c'est au niveau de l'identité visuelle. Ça se limite presque à 2 chambres. Là où dans le 3, par exemple, ils prenaient une crèche qui transformait en prison, où le 4, tu avais la fête foraine, tu avais cette petite boutique qui faisait un peu boutique des horreurs. Tu avais vraiment un côté très sombre dans cette petite boutique-là. Et voilà, après, voilà, il y a quand même un moment, tu as Pixar, ils reviennent, ils te réexpliquent ce qu'ils savent faire. Moi, la fin du 2e acte, avec une scène qui se passe au pied d'un arbre, pour ceux qui ont vu le film, ça marche. Moi, ça marche à mourir. C'est venu me chercher ma petite larme. Mais c'est très cool. Il n'y a que ça en émotion qui m'a touché dans tout le film, alors qu'habituellement, Pixar, moi j'attends qu'ils viennent me choper les émotions, et ça n'a pas été le cas pour ce film-là. Mais j'ai pas passé un mauvais moment, c'est plutôt rythmé, c'est souvent drôle, c'est juste que c'est beaucoup moins profond que les autres. Allez, pour faire court et pour éviter que Christophe parte pendant l'enregistrement, parce que vous faites trop long dans vos critiques, je vais coller ma critique à celle de Christophe, et c'est à Florian. Moi j'ai plutôt bien aimé. Je pense qu'il faut pas oublier que Toy Story c'est quand même un film. Je pense qu'ils reviennent aussi peut-être à une certaine adresse à un public plus jeune. Et nous on en attend quelque chose de peut-être un peu plus fort, un peu plus grand. C'est vrai que le 3 et le 4 c'était assez dingue, mais moi je trouve ça intéressant de repositionner leur adresse et la manière dont ils ont Là, je vous entends parler quand vous comparez avec les premiers et tout ça, mais en fait,
tout est déjà, je trouve, a déjà été traité plein de fois. En fait, l'écueil de Toy Story, c'est que le sujet, c'est toujours le même, c'est la nostalgie des jouets. Et en fait, du 1 au 5, c'est toujours ça. Donc au bout d'un moment, il faut se réinventer, c'est compliqué. Mais on peut pas retrouver à chaque fois la même bande, les vannes et tout. Je trouve que c'est intéressant que là, le focus, il est sur Jessie, donc c'est pas vraiment les jouets, c'est pas la bande de Jessie, quoi. C'est elle aussi, elle s'émancipe, elle crée une nouvelle bande, elle rencontre des gens, des nouveaux jouets, elle part à l'aventure. Et je trouve que c'est intéressant dans ce traitement-là, et même de reléguer pardon, Woody et Buzz au second plan. Je trouve que c'est hyper malin en vrai, parce que ça ouvre sur d'autres choses. Et ces personnages-là, on les a vus sur 4 Toy Story. Je pense que, enfin, c'est bon. Et puis même, je pense que eux se disent, on n'a plus rien à raconter sur eux. La vanne de la calvoche de Woody, ça suffit, on a tout compris, quoi. Donc voilà, moi, je trouve que c'est intéressant de le faire revenir un peu comme ça, même s'il est parti, et ça a été fort dans Toy Story 4. Rien n'est jamais éternel dans les comics, dans les Pixar, on le sait très bien. Donc qu'ils reviennent, mais qu'ils repartent à la fin, ça marque quand même un temps qui est passé, quelque chose aussi qui a évolué. Je trouve qu'au contraire, ça aurait été dommage que finalement il reste avec eux. La manière dont il a de repartir avec le motard, je me rappelle plus comment elle s'appelle, La bergère. la bergère, ouais. Je trouve que c'est intéressant, la manière dont Buzz devient aussi désuet lui-même, c'est cool. Cette petite armée de Buzz l'éclair à la quête de quelque chose, moi j'ai trouvé ça sympa. J'ai passé un bon moment. Je suis d'accord, il y a un gros moment émouvant, le reste c'est un petit peu plus, voilà, c'est un petit peu plus gentillet entre guillemets, un peu plus enfantin. Mais en même temps, ça reste un film d'animation où la première cible c'est les enfants, c'est pas à nous, et pourtant on y va. Donc dans ce sens, je pense qu'ils ont réussi leur pari, quoi. Bien, il y aurait beaucoup de choses à dire encore, mais on va continuer, on va avancer tout de même. Non, mais en même temps, je pense qu'on est, même si on a apprécié le film de manière différente, on est quand même tous d'accord pour dire que Oui, c'est le moins intéressant de la saga. bien sûr. Oui. 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 Voilà. Oui, bah ça va, tu veux nous forcer à dire ça? Bah, la prochaine fois, on dira ça, puis ça fera une critique de 10 secondes. Voilà, t'es content? On arrive donc à Jim Queen, et là pour le coup, Christophe ne l'a pas vu, il a eu trop peur d'une redite de Fritz the Cat, et il aurait bien eu raison, donc Christophe, tu vas quand même nous faire un petit pitch pour Jim Queen. Oui. Donc c'est un film d'animation français de Marco Nguyen et Nicolas Attane, et ça dure 1h25. Jim, une star flamboyante de la scène gay parisienne, voit son monde s'effondrer lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'hétérose, un mystérieux D'hétérose. virus qui transforme les hommes gays en hétérosexuels. Abandonné de tout sauf de son dernier follower, il se lance dans une quête pour trouver un remède et sauver la communauté gay. Je veux dire, rien que le pitch, quand même. Moi, quand j'ai Le entendu, pitch est dingo. la première fois que j'ai entendu parler du pitch, je me suis dit, mais c'est Extraordinaire. total pour moi. J'adore complètement ce genre de dinguerie, cette proposition qui est folle. J'ai vu le film la veille, et ensuite il y avait Olivier qui était à Paris, ils étaient avec Florian, ils se sont tapés dans la même journée Toy Story et Jim Queen. Autant te dire que c'était vraiment deux salles, deux ambiances. Grand écart. Moi, j'en ai fait un réel. Je me permets juste de donner, enfin, de redire un petit peu ce que j'ai dit, mais en trouvant que pour moi, c'était, enfin, plus j'y pense, plus j'ai envie de revoir le film. Le fait est aussi que ma belle-fille a été voir le film avec ses copains, ses copines et tout ça, et ils ont tout compris. Ils connaissaient même des expressions qu'à la base je ne connaissais pas, les twinks. Je ne savais pas ce que c'était les twinks, et j'ai découvert, et ils savaient tout. Donc et je trouve qu'en fait le film c'est génial parce qu'il parle à une population de jeunes personnes, jeunes adolescents, enfin pas des jeunes adolescents parce qu'elle va avoir 18 ans, mais tous ses copains ont pareil 18 ans. Je trouve que c'est un film qui justement ne s'adresse pas uniquement à la communauté gay, parce ils te disent bien dans les 5 premières minutes du film, alors c'est ça la communauté LGBT. Non, t'oublies tous les autres, tu gardes que le G. Donc dans les gays, il y a les bears, il y a les twinks, il y a les Jim Queen, et tout ça. C'est vraiment génial. Je trouve que le film est tout sauf didactique. L'animation, elle me fait hurler de rire. Il y a des vannes en permanence, et le film raconte quelque chose sur le fait de s'affirmer soi-même. C'est aussi politique, n'en déplaise à nos amis de la fachosphère. On va parler des daddies, les daddies,
les gays d'extrême droite. Et ça va les gars, hein, vous mettez des petits commentaires haineux là sous la vidéo. On vous aime, on vous embrasse, bien sûr. Qui veut commencer à se lancer là-dessus? Allez, Olivier, je sens que t'es chaud. T'es chaud, Jim Parfait. Non, mais en plus, pour le coup, je vais vraiment faire une critique courte parce que c'est tout ce que tu as dit, quoi. Moi, j'ai adoré de bout en bout. J'ai adoré l'animation, j'ai adoré le scénar, j'ai adoré les personnages. C'est génial parce que que ce soit sur les gays ou sur les hétéros, mais le fait est que c'est des clichés qui sont totalement vrais. Comme tu disais, quand ils disent non, mais t'oublies là le côté LGBT, tout le monde se soutient. Et non, ils disent non, chacun fait son petit truc, les gays, les lesbiennes, les trucs, voilà. Donc tout le monde s'en prend gentiment. Sans amertume, tout le monde s'en prend plein la gueule. Je trouve ça extrêmement drôle, comme tu dis, c'est politique, mais c'est pas bêtement politique. C'est très ludique. Et voilà, non, pour moi, c'est un chef-d'œuvre d'animation, de drôlerie. Je suis comme toi. Là, tu me dis demain, on y retourne. Je me suis payé des barres de rire. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça, le côté où tu sais, tu te penches pour rigoler sur ton siège et donc tu ne suis plus ce qui se passe à l'écran. Je donnais des petites clacasses à Flo. On veut pas savoir où est-ce que tu mettais les claques à Florian. Mais sur l'épaule, hein. Ouais, okay. Toujours bien senti. Ouais, sur l'épaule. Non, voilà, j'ai adoré, c'est génial. Voilà, il faut savoir quand même qu'ils ont mis 7 ans à réussir à monter le film et ils l'ont terminé par un crowdfunding. Donc autant te dire que, voilà, heureusement qu'il y a des films encore comme ça qui peuvent exister aujourd'hui. Florian? Ouais, moi je suis d'accord, hein, je me suis éclaté, c'est tellement drôle, hyper efficace. Je trouve ça vraiment chouette qu'un film comme ça existe, bien que pareil, ils se font dégommer, tu vois, dans les commentaires sur les réseaux sociaux et tout ça, et puis ils répondent gentiment que de toute façon, c'est pas l'État qui a financé, et puis ils ont fini en campagne Ulule et compagnie, donc génial, très très drôle, très efficace. Je le reverrai avec plaisir aussi, et j'étais étonné parce que dans la salle, il y avait vraiment tous les âges. Je sais pas si tu as fait gaffe, Olivier, mais oui. j'ai regardé un peu et franchement, mais il y avait des personnes un peu plus âgées qui il y avait une dame de 70 ans derrière. Mais qui était vraiment dans le bon délire, quoi. Et personne de choqué, et vraiment tout le monde en prend pour son grade et tout le monde se marre. Ouais, hyper efficace, vraiment très très drôle. Et Christophe, j'espère que tu pourras le voir, parce que ces gens-là ont forcément vu Fritz the Cat. C'est des gens qui ont forcément vu Fritz the Cat, et il y a la même impertinence que dans Fritz the Cat. Alors, les temps ont changé, etc. Il y a plein de choses qui ne sont pas du tout en parallèle, mais ça va tellement loin dans le délire, c'est tellement génial. Je pense que... Mais la fin est extraordinaire. La fin est extraordinaire. Et il y a vraiment, mais c'est des claquasses de rire en permanence. Donc voilà, c'est un grand film qui, à mon avis, chez moi, je sais pas s'il terminera pas dans le top 10, mais pas loin, vraiment. Et je me permets juste de rajouter un truc, parce que je vois le visuel de l'affiche. Il y a quand même un moment, je trouve, hyper juste et hyper émouvant sur le drag qui enlève tout et qui se met à nu dans les deux sens du terme, qui enlève son maquillage et tout ça pour servir de couverture, pour que les autres puissent, le duo de héros puisse fuir l'équivalent de la Gestapo. Et c'est beau, c'est hyper juste, c'est très bien chanté, très bien... Oui, parce qu'il y a un côté comédie musicale aussi. Ils arrivent à transmettre quelque chose de très fort. Ouais. Il y a un côté comédie musicale. Les couleurs sont incroyables. La fin, mais vraiment, vraiment pour pouvoir résoudre cette problématique d'hétérose, c'est plié, vraiment. Et tous les gens qui s'appellent Michel, si vous connaissez les gens qui s'appellent Michel, vous allez pouvoir les appeler Michel le Kiffeur ou Michel les Kiffeurs. Et les gens qui auront la ref se tordront de rire, vraiment. Génial. Et donc, Christophe, on a hâte que tu vois le film pour qu'on t'appelle Michel le Kiffeur.
Ah non, mais cette scène du labyrinthe est Non, c'est incroyable. génial. Et on termine donc avec The Donc, c'est un Furious. Et film là, je crois que hongkongais d'action et c'est... d'arts Florian, toi, martiaux. tu l'as pas vu C'est celui-là. réalisé par Kenji Ouais, j'ai Tanigaki pas et ça vu. dure Malheureusement, j'ai pas 1h54. encore vu. Mais j'ai Suite très à envie de le l'enlèvement de voir. sa fille, un père de famille va Christophe. faire équipe avec un journaliste pour distribuer des tatanes avec style aux ravisseurs. Je vais pas plus loin parce que le scénario se limite un peu à ça. Mais est-ce qu'on a besoin de scénario Chris, allez, vas-y, je te laisse la parole. Ah bah non, le scénario est anecdotique, mais on s'en fout royalement. C'est juste un prétexte pour enchaîner les scènes d'action et ça simplifie même le récit pour se consacrer au spectacle, le truc. Je pense que sur les 1h54 de film, il doit bien y avoir 1h20 où ça bastonne. Et c'est là que c'est assez magistral, c'est une vraie démonstration de maîtrise en termes de cinéma d'action. C'est une lisibilité qui fout la misère à tous les gros blockbusters qui peuvent sortir au cinéma. C'est quasiment pas cuté. Tu vois que les acteurs sont vraiment présents, ils se battent vraiment, et donc ça permet de faire des vrais plans qui durent longtemps. Visuellement, c'est assez dingo, surtout que le film se renouvelle pas mal. Il est assez même jubilatoire de ce côté-là. Il va multiplier les styles de combat parce que c'est des acteurs asiatiques d'un peu tous les pays de l'Asie avec chacun leur style de combat. Il y a même du judo. C'est très rare de voir du judo dans des films d'action. Et ils vont constamment détourner les objets qui sont autour d'eux. La gestion de l'espace est assez folle. Il y a une verticalité dans les combats qui est dingue. Et il y a La ça bataille va de souvent vélo. dans la surenchère. Il y a une bataille avec des vélos qui est complètement folle. Mais c'est surtout, ça monte dans la surenchère continuellement, mais c'est extrêmement maîtrisé jusqu'à un final. Il y a un combat final c'est dantesque. Et même là, pour le coup, il y a une subtilité dans l'écriture du combat. Et il y a un personnage qui sort de nulle part et qui remet tout le combat en question. C'est complètement fou. Moi, j'ai pris un plaisir dingue devant le spectacle. Après, c'est un peu what the fuck par moment comparé à The Raid. C'est vraiment inspiré. Le film The Raid n'aurait pas existé. Je pense on n'aura peut-être pas vu celui-là. Si vous n'avez pas vu The Raid et que vous aimez ce genre de film, foncez. The Raid, c'est vraiment une dinguerie. Mais là, ouais, non, c'est un gros film d'action. C'est ultra impressionnant. On finira par Olivier. Juste rapidement, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis. Et ce qui est vachement bien, c'est que dans les scènes Tu de l'as vu? Moi, je l'ai vu. Ok. Ah non, je l'ai vu. Non, de toute façon, il faisait tellement chaud que moi, je rentrais dans n'importe quelle salle de cinéma pour, tu vois. Et là, j'ai Il a vraiment vu, il a dit qu'en sortant, il était épuisé. Ouais, c'est ça. Voilà, j'avais même dit que je suis sorti épuisé du film. Il y a vraiment ce que je trouve de très fort, c'est que dans les scènes de combat, il y a quelque chose qui se raconte dans ses propres scènes de combat. Le scénario se développe aussi comme ça. On voit des personnalités dans les scènes de combat, même comme tu dis, dans la manière dont ils se battent. Et évidemment qu'il y a des trucs what the fuck. C'est-à-dire que le mec qui court à 200 km/h avec des sandalettes après un camion, c'est magique. Le combat avec des vélos, mais les mecs qui se servent de vélos comme de sabres laser, quoi. Donc c'est une folie furieuse. Voilà, c'est gigantesque, c'est extrêmement bien exécuté. Franchement, je crois que j'ai dû lui foutre un 4 sur 5 tellement je suis ressorti genre waouh. Il y a ça. Il y a évidemment le petit bémol, mais en même temps, tu as une espèce de, je dirais, de bienveillance vis-à-vis de ce bémol parce qu'il y a plein de scènes où il joue en anglais. Alors je sais pas si toi tu l'as vu en français, mais Olivier, tu l'as peut-être vu en anglais. Tu l'as vu en anglais aussi. Enfin, en version originale, pardon. Mais il joue en anglais. Ouais. Et il joue tellement mal en anglais. Tous les acteurs jouent tellement mal. Ça sonne tellement faux. Mais je veux dire, les méchants, ça sonne faux. La flic qui parle en anglais, ça sonne faux. Le flic corrompu. But I am a cop. Tout le monde joue, mais tellement mal. Donc, résultat, le personnage principal, il est muet. Tu as envie de lui filer un Oscar. Et non, il a un charisme fou, surtout. Pardon ? Il a un charisme fou, le gars. Non, il a un charisme fou. Il n'a pas besoin de parler. Évidemment, le type n'a pas besoin de parler. Mais tous les autres, alors le journaliste, il s'en sort pas trop mal. Tu sens que le mec est un peu comédien. Mais tous les autres, c'est une catastrophe. Mais c'est pas grave. Ça contribue, en fait, je trouve, au charme de ce film, Olivier. J'ai adoré.
ce que tu disais, oui, chaque scène, chaque façon de se battre raconte un truc différent. Et il y a même, je trouve, presque des références. Il y a cette scène euh, euh, où ils essayent de grimper dans un escalier pour, je spoil rien, faire fuir des enfants. On a l'impression d'une attaque de zombies. C'est filmé comme une attaque de zombies. On a l'impression d'être dans une scène dans un lieu fermé comme il y avait dans Walking Dead ou les films coréens de zombies. Non, c'est jouissif, c'est génial. Les combats sont extraordinaires. Ça tatane à mort. Pour moi, le petit bémol, Chris faisait la comparaison avec The Raid, qui pour moi est le summum de ce type de film. Et c'est drôle d'ailleurs, parce que c'est même pas un réalisateur asiatique, c'est un réalisateur irlandais. Mais c'est que dans The Raid, ça pète. Les mecs, ils se prennent des coups, c'est fracture ouverte, quoi. Les mecs se prennent un coup de baramine, le crâne, il est explosé. Là, les gars, ils se prennent des coups, des recoups, tout ce que tu veux dans la gueule. Les mecs, ils saignent un petit peu du nez, quoi. C'est l'espèce de Hulk, là, l'un des fils de méchants. Oui. Le mec, lui, c'est un vrai mort-vivant, parce que lui, il est inarrêtable. Ah ouais, bah lui... Et lui, il est impressionnant parce qu'il fait 200 kilos, là, c'est un Golgoth, il est agile, c'est une dinguerie la façon dont il est agile, le mec. Non, mais même le personnage principal au début qui se fait rentrer dans la bagnole qui doit faire du 80 ou du 90 à l'heure, qui se relève genre hey, j'ai bu un coup, qu'est-ce qui se passe? Avec ses claquettes. Mais à côté de ça, oui, voilà. Non, mais c'est jouissif et puis voilà, c'est non-stop. Alors c'est sûr, hein, si t'as pas aimé The Raid, si tu trouves que les films de John Woo, style tout à toute épreuve, c'est des pilos, tu vas pas aimer, quoi. Mais voilà, c'est le descendant de ces films. Tu disais sans The Raid, mais en même temps, The Raid sans The Killer ou à toute épreuve, il n'existerait pas non plus, quoi. C'est un peu ces descendants de ces films asiatiques. Non, mais c'est énorme. C'est énorme. Florian, il faut vraiment que tu rattrapes ça. Je sais pas si c'est encore à l'affiche, mais... Moi, j'en ai des courbatures rien qu'à vous écouter, mais je vais essayer de rattraper ça, ouais. Bien. C'est fini. Donc, pour ça, on a parlé des films. Maintenant, parlons un petit peu des chiffres, parce que Olivier va vous faire une petite rubrique quand même box-office. Et après, j'ai une petite surprise pour vous, mes amis. Oh. Je vous ai déjà donné les chiffres la dernière fois. On va faire un petit raccord, un petit update. Et notamment, effectivement, parler des chiffres des films qu'on a vus. En France, Toy Story vient de sortir. Et hors fête du cinéma, hors les vacances qui arrivent dans pas longtemps, première semaine à 1 million d'entrées. Classique pour un gros Pixar, pour un Toy Story. Mais moins bien que le dernier, je crois. C'est un petit peu moins que le dernier, ouais. Mais franchement, pas grand-chose. Hein. Obsession, qui vient de passer le million d'entrées, et Backrooms, qui sort première semaine à 500 000 entrées. Donc, ça confirme la curiosité et le succès mondial. Alors, énorme remontada. Encore une fois, on peut nous réécouter sur l'ancien podcast ce qu'on veut du film. Énorme remontada de De Gaulle, L'Âge de fer, qui en 3e semaine a repris 17%. Alors bon, c'est 17% d'un chiffre qui était déjà bien tombé, mais il arrive sur les 900 000 entrées. Il y a la fête du cinéma, il y a le deuxième qui sort. Voilà, il va un peu consolider Ça restera un bide, hein, parce que même si le film finit à 1,5 million d'entrées, ce sera définitivement un bide. Mais voilà, faut le noter quand même. Plus 17% en 3e semaine, c'est quand même pas mal. Très bon bouche à oreille. Le Disclosure de Spielberg, 650 000 entrées. C'est hors les derniers films qu'il avait fait, comme West Side Story ou Fabelmans. C'est beaucoup mieux, mais ça reste très moyen pour un Spielberg à grand spectacle. Le Mandalorian et Grogu, qui viennent de passer péniblement le million d'entrées. Ça ira pas beaucoup plus loin, il y a peut-être avec la fête du cinéma, quoi, mais voilà, ça sera pas un score de dingo non plus. Pour Furious,
47 000 entrées en 2 semaines. Voilà, c'est pas énorme. Jim Quinn, 78 000 entrées première semaine sur moins de 100 copies. C'est pas si mal. Je crois qu'il y a la communauté, l'ensemble, en gros, de la communauté gay, même si le film se fait un peu attaqué par tout ce qui est représentation trans, parce qu'ils se plaignent qu'il n'y en ait pas, la communauté gay a plutôt suivi. Hein. Ouais, non mais ça je vous dis, 78 000 entrées sur 95 copies, je crois, c'est pas si mal. Encore une fois, il y a la fête du cinéma qui arrive. Ça sera intéressant de voir les chiffres de l'après-fête du cinéma. Pour finir sur l'éternel Michael, 5,4 millions d'entrées, il devient le biopic qui aura le mieux marché en France devant La Môme et Oppenheimer. Voilà pour la France. Aux États-Unis, toujours Toy Story, 160 millions de dollars US week-end de sortie, 310 dans le monde. Là, il est déjà à 350 ou 360, je crois. C'est le meilleur démarrage de la saga. C'est le meilleur démarrage 2026 et c'est le deuxième meilleur démarrage pour un film d'animation derrière Les Indestructibles 2. Pardon. Obsession, 337 millions dans le monde. Backrooms, 300 millions. Ça continue à cartonner. Là, les gars, ils se font... Disclosure, 165 millions pour 125 de budget. Je ne sais pas jusqu'où il ira, mais pas très loin, à mon avis. Un petit clin d'œil, même si ce n'est pas sorti en France, ça arrivera sur Prime, c'est les maîtres de l'univers. Ça a passé les 100 millions dans le monde, mais budget de 200. Mais il pourrait quand même y avoir une suite si les résultats sur Prime sont bons. C'est ce qu'on J'avais vraiment envie de le voir au cinéma. Mais moi, j'avais très envie. En plus de ce que j'ai lu, ça a l'air d'être une dinguerie. Avec au millième degré, mais ça a l'air d'être vraiment cool. Un peu comme Donjons et Dragons. Et je voulais juste terminer sur les chiffres du fameux Citizen Vigilante. Vous pouvez aller, je fais comme Lilian, vous pouvez aller nous voir sur l'Insta. J'ai fait un petit réel un peu polémique. Non, ce qui est beau, c'est que tu te nourris de la haine des gens d'extrême droite. Donc, plus ils te haïssent, plus tu te sens conforté, quoi. Donc, faut continuer. Mais c'est de l'énergie. Je suis le lapin du Racel. Donc, le film a eu une sortie ultra limitée aux États-Unis. Il est quasiment pas sorti ou en tout cas dans très peu de pays, même en Allemagne. Alors, je ne sais même pas si c'est une bonne idée d'ailleurs, ça sera un autre débat, mais il a été interdit. Mais rien qu'avec les chiffres de la VOD et de divers trucs comme ça, le film a coûté 4 millions de dollars, il en a déjà récupéré 67 millions. Voilà. Comme quoi, les petits fachos, ils aiment bien dépenser leurs allocs aussi, tu vois, dans des trucs comme ça. Voilà. Voilà, c'était le point box-office. Je vois Christophe qui est désespéré, qui dit « Combien de mecs va falloir bloquer encore, bordel de merde ?» Le cinéma, c'est politique. Allez, merci Olivier en tout cas pour ce petit point extrêmement intéressant. Si on est encore en vie, on se retrouvera le mois prochain. Voilà. Alors, moi, je voulais vous proposer un petit jeu. Alors, je sais, vous allez me gueuler dessus. Il n'y a pas tous les films. Je voulais vous proposer un petit jeu qui apparaît ici. Alors, il est peut-être pas très, très, très bien centré. Voilà, je le recentre comme ça. C'est, j'ai choisi plusieurs films j'ai pris pas mal de films de Steven Spielberg et je vous proposais de les noter en direct, comme ça. Il y a 16 films en tout. Alors, il en manque, bien évidemment. Il manque West Side Story. Entre autres. Mais je voulais voir avec vous. Oui, tant pis, tu diras, tu le renoteras. Et sachant qu'il y a de toute façon une moyenne à la fin qui sera faite. Donc, je vous proposais comme ça, à brûle-pourpoint, de me donner vos notes sur chacun des films du papy Spielberg pour voir si on était raccord ou pas. Tout simplement. En tout cas, on va commencer par Duel. Et moi, Duel, je lui mets 7 sur 10. Olivier. 8 sur 10, pardon. Olivier. 8 sur 10. Ok. Flo. Christophe.
Je l'ai pas vu. 7 sur 10 pour moi. Combien, Christophe? 7. 7. C'est une étoile de moins que 8. Ouais. Et Florian, tu l'as pas vu. Non, j'ai trop chaud là. T'es viré. On voit ça. J'ai trop Les chaud Dents dans de la le bois, mer, là, c'est pour moi, c'est un 10. compliqué, là. 10. Christophe. 9. Florian, tu l'as pas vu? Je l'ai pas vu. Oh putain. Sérieux? Non mais. On va vraiment Éteins ta caméra, s'il te plaît, on veut plus voir ta gueule. Non mais, en fait, je sais Bah, pourquoi. c'est un peu le Spielberg préféré d'Olivier. Hein. Moi, je me garde des Non, classiques c'est mon film préféré. à découvrir Ah, carrément. tout au long de ma vie. Et celui-là, je me le garde encore. Voilà. Je l'ai vu il y a 1 an ou 2 au cinéma. Et Waouh. c'est quelque chose. Énorme. Dans une salle de cinéma, c'est waouh. Ouais, je l'avais vu aussi. Rencontre du troisième type. Florian, tu l'as vu? Je l'ai en Blu-ray, je l'ai pas vu encore. Pour moi. Il a vu que les campings, lui. Pour moi, c'est un 7 si sur c'est 10. Spielberg, ouais, je l'ai vu. Hein. Ok. Olivier. 9. Christophe. Et un 7 aussi. Ok. Bon, Les Aventuriers de l'Âge perdu. Florian, tu l'as vu? Je l'ai pas vu. Non, je déconne. Ouais, c'est ça. Allez, vas-y, commence ta note. Commence par ta note. 8. Christophe. 9. Olivier. 10. Et moi aussi, 10. E.T., l'extraterrestre. Bon, pour moi, Non, mais Olivier. 10. Christophe. Alors, un petit clin d'œil à Sylvain, si tu nous écoutes, qui trouve que c'est un film pas mal, mais sans plus. Je lui mettrais quand même un 10. Flo. Ah, 10. Waouh. Premier souvenir d'enfance, le premier film dans lequel j'ai pleuré quand j'étais petit. Indiana Ouais. Jones et le Temple maudit. Olivier. Putain, c'est dur parce que tout le monde pisse dessus, mais je l'adore. Franchement, droit. 9. Christophe. J'aime beaucoup aussi 8. Florian. 8. Ouais, moi aussi, 8. La couleur pourpre. Alors, je commence. Moi, je suis sur un 6. Je me suis jamais senti investi par ce film. Pourtant, je l'ai revu. Olivier. 7. Christophe. C'est un peu trop de tire-jus pour moi. Ouais, c'est ça. Ouais, comme Lilian, 6. Flo, C'est tu un l'as des pas rares vu. que je crois que je l'ai vu qu'une seule fois. Florian, il s'en fout de la couleur pourpre, bien évidemment. Hook. Florian, tu l'as vu? Ouais. Alors, combien? 9. Waouh. 9. Christophe. Ah ouais. Ah ouais. 7. Ah ouais. J'ai Olivier. adoré. J'ai adoré ça. 6, ça m'a toujours un peu fait chier. Ah ouais? 5, ça m'a toujours fait chier. Incroyable. Mais non, c'est malade, les gars. La liste de Schindler, qu'on va envoyer à nos amis de la fachosphère. Alors, tiens, Christophe. 9. Olivier. 9. Moi, je mets 8. Florian. Moi, je trouve que c'était un bon film de science-fiction. Parce qu'on sait que ça n'a pas existé. Abonnez-vous à la page de Florian Maubert. C'est une plaisanterie. Ça s'appelle le second degré, les amis. Oui, mais je crois qu'ils ils l'ont pas. C'est pas intégré Ouais, chez ces gens-là. Très grand film. Combien? Oui, mais une note. 9, j'ai dit 9. Ah, pardon, excuse-moi, pardon. j'avais pas entendu. Ah, on l'a pas entendu. Oui, bah, oh. Jurassic Park, je commence. Olivier. 10. 10. 10. Mais 10, Christophe. c'est du 10. C'est du 10 partout. Du 10 pour tout le monde. Hein. Mais oui, Christophe, tu peux pas mettre autre chose. Il faut sauver le soldat Ryan. Olivier. Ouais, je vais mettre 8. Il y a des choses que j'aime moins, mais cette scène d'ouverture, Ouais. on n'a Ouais, pas je suis encore comme- fait mieux. Je suis comme toi. Christophe. 9, parce qu'un souvenir d'expérience cinéma complètement Ah ouais. folle. Florian. Au Max Linder, truc de fou. 10, Florian. Ouais. Ah, aïe.
AI. Hmm, Dur. Tiens, bah vas-y, Olivier. 7. Ouais, moi, je suis passé à côté. 6. Christophe? 6 aussi, c'est peut-être le fait qu'il ait repris le film en cours, mais je Hmm. trouvais qu'il y avait un truc de bancal. Florian? Pas vu. Mais en plus, à l'époque, tout le monde avait un peu chié dessus. Et je crois que ça m'a un petit peu. Je me suis pas motivé à le voir. Tu vas avoir des devoirs, toi. Hein. Ouais, de ouf. Tu vas Mais voir c'est ça les qui est films bien. vintage, lui, on C'est va ça leur qui est mettre beau. 15. Mais non, mais c'est bien de pouvoir encore découvrir Eh oui. des grands Arrête-moi si classiques. tu peux, Florian. Euh, ouais, bah 10, hein, DiCaprio au top, Christophe? quoi. 9. Olivier? 9. Moi aussi. Ready Player One. Oui, bon, vous avez vu, je sais, il manque la guerre des mondes, machin, tout ça. Me chiez pas dessus, j'ai fait ça au plus rapidement possible. Hein. Vous énervez pas. Ready Player One. La guerre pour des moi- mondes, 8. Ready Player One, ouais, c'est 8 pour moi, Olivier. 7. C'était un Christophe. bon divertissement. Finalement, c'était un bon divertissement, pas un Ouais. grand Spielberg pour moi. Et quand je l'ai Oui, revu, moi, c'est pour ça que je le baisse. Moi, pareil. Voilà, en le revoyant, je l'ai revu à la baisse et je l'ai revu plusieurs fois et 7. Florian? 8. 8. Allez, plus que 2. Les Fableman, Olivier. 9. Pour moi, 8. Christophe? 9 pour moi. Flo, Pas vu. t'as vu? T'as pas vu? Et on terminait par le Disclosure Day. Pour moi, c'était un 5. Olivier? Ouais, là, tu me prends un show un peu. Je suis entre le 5 et le 6. Je vais pas faire une notation à 6. 20. Ça n'empêchera pas de dormir, tonton Steven. Ouais. 6. Allez, Ta Christophe? gueule. Alors, j'aurais préféré mettre un 10 à Minority Report. Je vais mettre un 4. Oui. Ah Florian? ouais. Ouais, je vais lui mettre un 6 parce qu'il faut équilibrer, quoi. Bon, je sais, il en manque. Voilà, tirez pas sur la personne qui propose des choses Minority tout de même. Report. Même si on est 10, d'accord. 10 tous les Minority Report, je pense que je lui aurais mis moi un 10 de mon côté aussi. Ouais, je vais mettre Ah, 15 sur le 10. Indiana Jones et la dernière croisade. Un 10 aussi. Ouais. Extraordinaire. Ouais. Le 4e, Indiana Jones. Ah, Non. Alors, pour la Je l'ai marque de revu à la frigo, hausse. pour la marque de frigo indestructible, je pense que je suis ça. prêt à mettre un 4. Moi, je le mettais à 4, je l'ai passé à 5. Il y a quand même plein de bonnes choses dans la mise en scène. Je l'ai revu un peu à la hausse, là, en le revoyant. Ah, le tout dernier, tu parles? Non, Non, le pas 4. le tout dernier, le, Ah oui, le non, Spielberg, ok. le crâne de cristal, là, c'est ça? Ouais. Ouais. Et puis il y a cette scène de Tarzan. Ouais. Bon, n'empêche Bah, que il sur a les quand films même, que je vous ai sélectionnés, vous voyez la moyenne. une sacrée. Là, on voit pas moi, je vois pas grand-chose. Ouais, tu vois pas. Bon, en tout cas, Ouais, en moyenne à 10, il y a une il y sacrée a filmo, quand même, C.E.T., Jurassic Park, qui sont les 2 films à 10, quand même. Et sur le reste, bon, enfin, tu vois, elles sont pires. Enfin, en tout cas, d'après notre petite notation comme ça, faite à brûle pour point, c'est un 5,3 à 4 qu'on donne sur Disclosure Day. Donc, c'est quand même une filmographie, pardon. Filmographie de Maboul, carrière Ah bah, incroyable. Il a marqué le cinéma mondial quand même. Enfin, c'est fou, Voilà. quoi. Spielberg, c'est incroyable. Ça Bon, fait il a partie aussi des... fait le bon gros géant. Ouais. Oui. Moi, non, mais évidemment, voilà, j'ai essayé. Je savais qu'on n'avait pas beaucoup de temps devant Mais nous. non, globalement, je pense que c'est le mec qui a la carrière la plus dingo. C'est un des, je pense, ouais. Alors peut-être, est-ce que c'est, alors, Avec on va Scorsese. terminer peut-être là-dessus, justement, on peut en parler. Est-ce que pour vous, c'est le mec qui a la plus grande carrière en tant que réalisateur? Ouais, La carrière la plus universelle, je pense. populaire, de cinéma populaire. C'est mais ça, c'est dans ce sens-là que je dis ça. quand même, avec un peu de côté auteur et tout ça. Scorsese, Parce il y qu'il a un fait mec aussi déjà- des films comme Munich, Le Pont des Espions. Ouais, le Munich, ouais. moi j'ai adoré Munich. Voilà, après il y a des mecs comme Kubrick ou Antonioni, mais bon, voilà, c'est moins populaire. Mais Scorsese, mais Oui, mais pareil, Scorsese, ça commence à être un petit peu plus pointu quand même malgré tout. oui, Ouais. c'est moins populaire Ouais. Scorsese. Pour la prochaine Spielberg, émission, je vous proposerai, a pour la tout. prochaine émission, je vous proposerai de faire un classement des plus grands réalisateurs
Voilà, de manière totalement subjective. Ça va être difficile, hein. J'essaierai d'en sélectionner une trentaine en mêlant américain, enfin tout ça. Ça va être dur, mais voilà, c'est juste pour s'amuser, hein. C'est des classements, les gens aiment bien les classements. C'est à vous de nous dire en commentaire quel est votre film préféré Spielberg et Moki. de Spielberg. Qu'est-ce que tu dis, Florian? J'hésite entre Spielberg et Moki. Et Moki. Moki. Ouais, Bon réalisateur. Je vais voir. Je vais affiner. Moi, j'hésite entre Spielberg et Charles Nemes. Moi, j'ai Oteniente. Alors, on verra. La bande à Fifi, ils sont pas mal. Hein. je ferai une sélection. Évidemment, pas de film vintage. Hein. Le film vintage, c'était Dark City, mais on n'a pas eu le temps tous de pouvoir le voir. On verra ça sur la... Quoi? Pas toi? On voit pas de film, il fait trop chaud. Oui, on voit pas de film, il fait trop chaud, faut aller dans les caves. Merci Chris d'avoir été avec nous aussi ce soir. Enfin, ce soir, aujourd'hui encore. Merci à vous et puis à bientôt pour la rentrée. Ouais, et puis surtout toi, peut-être qu'on verra pour faire un épisode avec toi spécial Festival d'Avignon. N'oublions pas, nous sommes le 26 juin au moment où nous enregistrons cet épisode. Et Avignon, ça commence avec Florian Maubert, que vous pourrez retrouver dans 2 spectacles. Oui, tout à fait. Je serai du 6 au 25 dans Sherlock Holmes et la vallée de Boscombe au théâtre Notre-Dame à 16h40 et à partir du 15 juillet jusqu'au 25 juillet dans la folle histoire de l'île mystérieuse au Paris à 14h10. Venez, c'est les spectacles des comédies familiales. Très sympa, très drôle. Et les salles sont climatisées. Quel vendeur. Et vous pouvez retrouver Olivier au Festival de la Gauchiasse à la Courneuve. Voilà, il est prêt. À la fête de l'humain. Ouais, c'est la fête de l'humain, il va tout faire, il va faire tous les trucs possibles de gauche possible, parce que je pense que t'es même devenu une icône, et il y a peut-être même des chances que tu deviennes un martyr. Ouais. J'ai retiré mon t-shirt Batman. T'as mis le t-shirt Rocky, t'es prêt. Bon, voilà, les amis, merci. Merci à vous qui nous suivez depuis le début. On essaye toujours de produire le maximum d'émissions possibles. On fait un petit coucou aussi à Nicolas Maury, bien évidemment. Un jour, on arrivera peut-être à avoir toute l'équipe ensemble, une équipe de testostérone, hein, comme vous aurez pu remarquer, une équipe de testostérone de gauche. Voilà, on peut le dire. Voilà, j'ai flingué ce podcast en une émission. Non, là-bas. Et Christophe, tu sais, en plus je suis même pas de gauche. Bref, comme d'habitude, bien évidemment, on finit dans un état critique. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle émission. Et d'ici là, on vous souhaite de vous faire de bonnes toiles. Ciao.